RMC Story, les grandes gueules en direct avec aujourd'hui Joël Dagosseri, Sylvain Grandserre et Maxime Niedo, assistés au show des GG. C'est possible grâce au 06 60 61 00 60. 06 60 61 00 60. Et vous venez assister à l'émission, par exemple, demain. Demain, c'est Michel Bernier, la comédienne, qui passera le grand oral des GG. Seront présents Zora Habitant, Étienne Yebig et Rose Améziane. Le monde de Macron, c'est maintenant. RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Dans le monde de Macron, on a des ministres qui ont des problèmes avec le fisc. Oui, vous savez que les ministres sont maintenant très contrôlés. On a créé une haute autorité pour vérifier, c'est la haute autorité pour la transparence de la vie publique, pour vérifier la situation fiscale, le patrimoine des ministres, pour voir s'il n'y a pas de soucis. Et quand on vérifie, forcément, on trouve des erreurs. Et donc, de nombreux ministres ont été obligés de payer un peu plus d'impôts. Alors, il s'agit surtout des erreurs de bonne foi, parce que finalement, ils sont contrôlés plus qu'un contribuable lambda, parce que certains ministres avaient aussi des activités libérales, avaient monté des boîtes à côté, et que parfois il y a eu des erreurs. Alors tous ces ministres donc, qui ont été contrôlés et rectifiés étaient de bonne foi, sauf un ministre. Voilà, il y a un cas, et ce cas, on ne sait pas lequel c'est. Alors, certains pensent qu'il s'agirait de Laura Flessel, qui, souvenez-vous, ministre des Sports, avait démissionné en septembre 2018, justement à cause de sa situation fiscale. C'est ce qu'avait raconté Mediapart. Alors, est-ce que c'est bien, finalement, ces contrôles, Sylvain Grandserre, ou est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop, finalement? Non, d'abord, être en phase avec les règles fiscales, c'est quand même le minimum. Oui, mais si je comprends bien que si on vérifiait encore un peu plus les Français, on pourrait à chaque fois trouver des alors voilà, en fait, c'est révélateur effectivement de la complexité de notre système fiscal. J'ai envie de dire un peu péjorativement que là, ça révèle des problèmes de riches, parce que finalement, quand tu es salarié, les services fiscaux connaissent ton salaire, ils calculent automatiquement. Enfin, franchement, c'est très simple. Non, mais c'est compliqué quand tu as une entreprise. Quand tu as du patrimoine, quand tu as une activité libérale, quand tu as une entreprise, que tu as de l'argent. Pas forcément riche quand tu as une activité libérale. Non plus. Au contraire, parfois. Mais voilà, tu peux avoir comme ça un peu plus de difficultés à te déclarer. Donc moi, ce que je retiens quand même, c'est la bonne foi. Voilà, 20 sur 21, c'est de la bonne foi. Il y en a même 3 qui avaient trop versé, qui vont recevoir de l'argent. Je suis quand même surpris des montants, parce que le rappel moyen, il est autour de 11 000 € quand même. Donc il y avait vraiment de la surestimation. Pour finir là-dessus, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'aucun d'entre eux, visiblement, n'a fait appel à un professionnel, à un expert comptable. Normalement, quand tu es ministre, tu prends cette petite précaution de faire valider tes comptes comme le ferait un chef d'entreprise pour être en règle. Parce que là, effectivement, nous, on va être nuancés, et on comprend que ce sont des erreurs et que les gens ne l'ont pas fait exprès. Et si nous-mêmes, nous étions passés au scanner des services fiscaux, on serait tous, à mon avis, dans le rouge. Mais voilà, ce que va retenir l'opinion publique, c'est « Ah purée, non seulement ils sont riches, et en plus ils fraudent ». Ouais, non, mais c'est ça. C'est que nous, en tant que petits contribuables, on prend notre calculette. Là, moi, je l'ai fait. J'ai pris ma calculette. Bon, c'était déjà la plupart des trucs étaient déjà déclarés. Ouais, donc j'ai salarié. Voilà, exactement. Après, j'ai rajouté 2-3 trucs, mais c'était très rapide. Moi, ce que je comprends pas, c'est comme Sylvain le dit, c'est qu'à mon avis, le ministre, il n'est pas comme moi avec sa calculette sur le coin de sa table, en train de dire ah bah là, mes 100 000 €, je rajoute ça. Non, il a quelqu'un quand même qui est censé être assez, je sais, un fiscaliste, ou voilà, quelqu'un qui est assez expert de la fiscalité française et qui peut l'aider dans ses déclarations. Donc, qu'il y ait des erreurs, bon, il y a le droit à l'erreur. Il y a des ministres qui ont récupéré de l'argent. Oui. 3. Oui, voilà. Donc il y a le droit à l'erreur. On a tous le droit à l'erreur maintenant. J'aimerais bien que le fisc vérifie, ils vont peut-être me rendre de l'argent. Donc oui, je suis assez étonnée qu'il n'y ait pas, qu'il y ait ce type d'erreur, alors qu'ils sont censés être quand même bien assistés et bien aidés dans leur tâche de déclaration. Maxime Niedo. Vous avez tout dit sur l'essentiel et sur la complexité fiscale, mais je pense qu'il y a un sujet en quelque sorte sous le tapis, c'est en fait la transparence. C'est-à-dire que maintenant, même les politiques sont pris à ce jeu de la transparence. Non pas que ce soit un mal, non, mais bien sûr, mais c'est que il faut regarder aussi les articles de presse. Regardez, c'est 11 ministres redressés fiscaux, et je pense qu'on attise la haine politique comme ça par des titres un peu putaclic. Et je pense que c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que dans la volonté de surtransparence, on pointe toujours du doigt le politique. Or, je pense que le politique, il est assez critiqué pour des raisons qui sont
sont totalement louables en permanence. Et là, je veux dire, par exemple, il n'y a aucun article de presse qui a dit 3 ministres se font rendre de l'argent par le fisc. Donc, je veux dire, par la transparence, parfois, elle sert quand même de moyen assez facile pour taper sur le politique. Maintenant, la plupart sont finalement plus que respectables en tant que contribuables. Et en effet, c'est le minimum. Dans le monde de Macron, on a le 80 km/h sont les suites. Alors, on va pas refaire le débat sur le 80 km/h. Ça a été tranché puisque normalement, ce sont les conseils départementaux qui maintenant vont avoir la main. Puisque c'est ce qu'a dit le Premier ministre Édouard Philippe. OK, on arrête d'imposer à tout le monde. C'est maintenant vous, dans vos régions, dans vos départements, qui verrez au cas par cas. Sauf que voir au cas par cas, c'est une chose. Et puis ensuite, il y a les chiffres de la sécurité routière qui attestent que on a une baisse historique du nombre de morts sur les routes. Si l'on en croit les chiffres, le 80 km/h, ça marche. La mortalité est au plus bas en 2018. C'est un record historique. Il y a eu moins de tués. Alors là, on a le chiffre d'avril affiché derrière toi, Alain, mais sur l'année 2018, il y a une baisse, et c'est une baisse record. Et Emmanuel Barbe, qui est le monsieur sécurité routière aux fonctionnaires, dit en fait la limitation à 80 km/h a sauvé 127 vies. Donc attention, tous les présidents de conseils départementaux qui auraient l'intention, et certains l'ont dit publiquement, notamment celui de la Haute-Marne, qui auraient l'intention de repasser au 90, attention, vous avez une responsabilité parce que le 80, ça sauve des vies. Alors, M. Barbe, il fait pression. C'est-à-dire, c'est étonnant de voir un haut fonctionnaire faire pression sur des élus. En général, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais donc, est-ce que ça voudrait dire, par exemple, ces présidents de conseils départementaux, ils devraient réfléchir avant de repasser au 90 ? Oui, non, mais M. Barbe, je crois qu'il était sur ton plateau hier, en duplex chez toi hier. Il y a quand même des questions qui restent en suspens parce qu'on rappelle que 2018 et l'année 2019, ça a quand même été une année où on n'a jamais bousillé autant de radars. Oui. Donc là, quand même, ça pose quand même la question de quelle est l'utilité des radars finalement. Et je rappelle que quand même à l'autre trimestre, il y a eu une augmentation de la mort sur les routes. Et là, je veux dire, tous les responsables de la sécurité routière ne sont pas venus se bousculer sur les plateaux pour dire à quel point les 80 km/h étaient brillants. Et quand je vois Monsieur Barbe qui dit surtout faites attention parce que il fait du chantage à la vie, en gros pour sauver une mesure politique, je trouve ça assez quand même indécent. Je veux dire, les 80 km/h, c'est indécent. Non, mais il y a quand même une indécence quand tu te présentes sur exactement parce que est-ce que on a déjà été très transparent sur la vérité des chiffres. Jamais on a su si le 80 km/h était réellement responsable de la baisse ou de la hausse sur les routes, tout comme le nombre de radars était réellement responsable de la baisse ou de la mort sur les routes. Et vraiment, reprenons les chiffres. Regardez le nombre de radars en moins cassés, bousillés, tagués cette année, et regardez finalement les routes et le nombre de... Je crois que c'est 127 vies qu'on a réussi à sauver sans les radars. Et là, on est en train de nous faire pareil avec les 80 km/h. Donc l'indécence comme ça et l'espèce de chantage à la vie, à la mort pour sauver une mesure qui au final n'était que symbolique et dont Édouard Philippe visiblement dans un but politique se serait bien économisé lors des européennes. Je trouve pas ça honnête. Et si c'est totalement transparent, qu'on nous donne les chiffres, l'utilité des 80 km/h, les routes sur lesquelles on a économisé, est-ce qu'elles sont passées aux 80 km/h, et là on prend un trimestre ou un an, mais regardons les 2 derniers mois où vraiment l'autre trimestre on a eu des augmentations de morts sur les routes. Le gros problème que tu évoques, Maxime, c'est que finalement les chiffres de la sécurité routière qui devraient tous nous interpeller sont devenus des chiffres politiques. Et du coup, donc ils ont un usage. Et là, tu parles d'un chantage. Bon, il y a quand même d'autres formes d'indécence. Moi, je suis désolé, il y a quand même des cas de conscience. Les gens qui ont bousillé les radars et qui, du coup, ont laissé une certaine impunité sur les routes doivent se regarder en face dans la glace en sachant que derrière un radar cassé et brûlé, il n'y a pas qu'une jacquerie, il y a aussi des risques de mort sur la route. Et là, il y a un sacré cas de conscience, je trouve, en direction des présidents de conseils départementaux. Parce que là, clairement, ça veut dire que c'est un vrai choix qu'on fait. C'est-à-dire, est-ce que pour des raisons quand même pas mal démagogiques, on repasse à 90 en se disant je me fâche pas avec ma population, ou est-ce qu'on assume en se disant écoutez, moi j'ai la preuve scientifique, quand on baisse, il y a moins de morts. Et après, je crois que ça nous renvoie chacun nos ambiguïtés. Moi, je suis que sur des routes limitées à 80 dans ma campagne. Et quand moi je conduis, j'aimerais qu'elle soit limitée à 110 parce qu'on se surestime tous sur nos capacités à conduire. Mais quand mes filles conduisent, mes grandes filles, j'aimerais que ce soit limité à 30 parce que le papa d'un seul coup il a peur. Et quand je vois certaines choses sur la route, toi tu voudrais que la voiture reste au garage. Je veux qu'elle soit au garage, je serai encore. Non mais voilà. C'est terrible, c'est presque cynique à dire, mais il y a un rapport entre les routes, c'est quand même fait pour qu'on roule dessus, et en même temps on aimerait, parce que quand on ramène ça à des enterrements, 3488 familles endeuillées, faut imaginer, c'est presque une dizaine par jour. Et quand tu visualises une dizaine de familles qui se retrouvent dans un cimetière pour un enterrement, et quand tu es touché personnellement encore plus, d'un seul coup tu es sensible à ces arguments-là. Moi je crois, la vérité, c'est que les panneaux 80, ça a permis que les gens roulent à 90.
Parce que le panneau 90, ça laissait dans la tête qu'on pouvait aller jusqu'à 100, 105. Tu vois, Sylvain et Joël, quand tu dis 3400 familles endeuillées, ça fait 10 enterrements par jour. Dit comme ça, c'est effroyable. Et quand on donne le chiffre de manière brute, effectivement, on dit ça baisse, tu vois, et ça devient une donnée, alors que derrière, il y a des familles. Mais est-ce qu'on peut, moi, à chaque fois je le dis, mais est-ce qu'on peut pas avoir la carte, savoir ces 3400 là. Mais c'est 3400, mais oui, c'est 3400 accidents. À quoi sont-ils dus, mortels? Où est-ce qu'on s'est tué? Parce que les chiffres ne veulent rien dire. Parce que là, on te les donne bruts en disant oui. Ça veut rien dire. Et si tu dis oui, mais on te dit. Mais il va même plus loin. Ils disent on a sauvé 127 vies à cause du 80. Mais il y a pas de. C'est vraiment sur des routes à 80 qu'on a sauvé la vie. vie. Chiffre, tu sais pas. Non, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on laisse les patrons, les présidents, en tout cas, de conseils départementaux, grandir. Hein, on va les laisser grandir, ils vont se débrouiller tout seuls. Il faut que papa l'État arrête de leur dire c'est bon, t'es majeur, mais attention, hein, si tu vas à droite, tu vas te cogner. Non, c'est bon. Moi, je pense qu'il faut les laisser prendre leurs responsabilités. Pour ceux qui veulent revenir à 90, qui reviennent à 90, et qu'on voit ensuite quelle est la politique réelle de la décentralisation. Qu'est-ce qu'une vraie décentralisation donnerait dans ce pays, c'est-à-dire un président qui prend des décisions pour son département, quels sont les résultats de ce département, mais à chaque fois, qu'on leur dit ok la décentralisation mais attention hein, et tu vas faire ça attention et qu'il a peur. À Paris on te regarde, le surveillant général regarde. Et qu'il a peur, et ben je suis désolée, ce n'est pas de la vraie décentralisation pour moi. Pour moi la vraie décentralisation, c'est un président qui entre guillemets, hein, qui porte ses et qui dit, a du courage. Voilà, exactement, et qui dit, moi je passe à 90, et ensuite dans 2 ans, on regarde, ah bah oui, mais dans ton département, 90, ok, mais la mortalité, la mortalité a augmenté, mon coco. Donc tu vois, ça, ce serait quelque chose de vrai. Pour l'instant, là, on n'y arrive pas, l'État ne lâche pas la bride, il faut qu'il lâche et qu'il laisse chaque département se gérer. Maxime, je t'en prie. Non, vas-y. Non, mais il faut faire confiance à nos élus locaux, mais dans plein de domaines. Je veux dire, quand on regarde le début de son quinquennat, sur maintes et maintes réformes, que ce soit les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les sénateurs ont prévenu. Ça a été ça déjà avec la baisse de la taxe d'habitation, des communes qui ont alerté, qui ont fait des tribunes en disant écoutez, on a besoin de ça, ça nous permet de faire notre politique locale. Et ça a été pareil avec les 80 en disant écoutez, vous ne connaissez pas nos routes, donnez-nous plutôt davantage d'argent. Je rappelle qu'en 2016, il y a eu un rapport du Sénat sur l'état de nos routes. Je pense que ce serait déjà bien, plutôt que de faire des propositions démagogiques, non seulement en effet qu'on ait de la transparence sur les chiffres, mais surtout qu'on s'assure que tous les automobilistes sur quelques routes que ce soit sont en sécurité. Maxime, quand même, n'oublions pas aussi que les élus locaux, ils ont aussi des pressions locales, donc ils ne sont pas non plus exempts de démagogie et de clientélisme. Et n'oublions pas non plus qu'En Marche a cette spécificité de s'être implanté à l'Élysée avant de s'implanter sur le territoire. Mais c'est bien le reproche. Et c'est vrai qu'ils sont un peu hors sol sur ces décisions-là. C'est surtout Matignon, puisque rappelons-le, c'est une décision vraiment assumée par Édouard Philippe, qui a été obligé un peu contraint et forcé d'assouplir sa mesure en donnant un peu plus de liberté au président de conseil départemental. Ce qui est insupportable, c'est ce chantage à la mort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où simplement tu poses une question, où tu demandes la transparence sur les chiffres, où tu dis est-ce que vous êtes sur d'eux, on te dit monsieur, vous êtes dans le camp des assassins. Vous êtes dans le camp des assassins de la route. Vous regardez, vous pensez aux familles endeuillées, mais on pense tous aux familles endeuillées autour de nous. Souviens-toi, quand on a eu le débat il y a 1 an sur le 80 km/h et qu'on sentait qu'il y avait une colère qui montait, je rappelle quand même que la crise des Gilets jaunes est née aussi de ça. Il y a eu la taxe carbone et le 80 km/h. On nous expliquait qu'on était assassins, qu'on pouvait passer 5 minutes de plus sur la route, c'était pas un problème. Et ceux qui disent ça, en général, ce sont ceux qui vivent dans les villes, qui prennent le métro et qui ne sont pas un peu esclaves de la voiture. Je dirais que 70% des Français sont obligés de prendre leur voiture pour aller bosser. Pourquoi faut rappeler ce chiffre. Moi, ce que je comprends, pourquoi est-ce que ça gêne autant d'avoir les chiffres chaque année de l'accidentologie? Ça demande du travail, ça. Ça demande du temps. Ils l'ont. Oui, mais de faire cette analyse-là, ça demande du temps. On n'a pas le temps parce que là, dans 2 ans, on recommence une nouvelle campagne pour être réélu président ou machin. T'as pas le temps de faire ce travail d'expertise. Toi, ce que tu demandes, c'est quelque chose une transparence pour le coup. Quelque chose d'une vraie transparence, mais ça demande du temps. Dans un instant, on se retrouve dans les GG, dans les grandes gueules, avec notre grande gueule du jour. Nous l'accueillerons ici sur le plateau des GG. Il s'appelle Samir Lebcher. Il est kiosquier. Les kiosquiers, vous vous rappelez, sont les gens à qui on laisse une pièce pour les jours où il y en a de moins en moins en France, les kiosquiers. Et lui, il tire le rideau parce que être kiosquier à Barbès, c'est l'insécurité. C'est ce qu'il raconte. Il a été agressé plusieurs fois. L'inaction des pouvoirs publics, dit-il, malgré plusieurs alertes. Donc, il va tirer le rideau. Et il sera avec nous, Samir, dans un instant pour nous expliquer tout ça. Restez avec les grandes gueules. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à midi.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.